Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Liste des contributeurs. Abdoulaye Soma. Professeur titulaire, agrégé des facultés de droit public à l'université Thomas Sankara, Burkina Faso. Abdoulaziz Wenkouni Ouandaogo. Enseignant-chercheur, maître assistant en droit public, Université de Waïgouya, Burkina Faso. Adama Chérif. Enseignant-chercheur à l'université Peleforogon Koulibaly de Korogo. Ancien conseiller technique au ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Côte d'Ivoire. Antoine Kabore. Avocat au barreau de Ouagadougou, Burkina Faso, docteur en droit. Boukaré Sawadogo. Juge au tribunal de grande instance de Ouagadougou, Burkina Faso, doctorant en droit à l'université Thomas Sankara, Burkina Faso. Donald Dayro. Doctorant en droit à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, France. Facéum Maximes Omda. Docteur en droit du Centre de recherche juridique, CRJ, Université Grenoble-Alpes. Fanny Laetitia Guibila. Coordinatrice scientifique du Centre d'études et de recherche en droit international et droits de l'homme, CERDIH, Burkina Faso. Germain Tdabire. Doctorant en droit international public à l'Université de Genève, Suisse. Kibessoun Pierre Clavé MILLOGO. Chercheur en droit public au Centre national de la recherche scientifique et technologique, CNRST, et à l'Institut des sciences des sociétés, INSS, Burkina Faso. Louis Martial Zongo. Enseignant-chercheur, maître assistant en droit public à l'Université Thomas Sankara, Burkina Faso. Mahamadi Ouedraogo. Candidat au doctorat au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, Canada. Marie-Charles Dorsas Sanou. Doctorante en droit à l'Université de Genève. Pasektale Liliane Sanounikiema. Enseignante-chercheuse, maître assistante, chef de département de droit public, Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Sa Benjamin Traoré. Professeur adjoint à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales de l'Université polytechnique Mohamed VI de Rabat, Maroc. Samson Mouine Son Medabire. Enseignant-chercheur à l'Université Thomas Sankara, Burkina Faso. Visiting Fellow au Max Planck Institute de Heidelberg et à Institute for International and Comparative Law in Africa, ICLA, de l'Université de Pretoria. Sanoué Médard Kienou. Enseignant-chercheur, agrégé des facultés de droit, Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Segbolewa Youssef Ouattara. Doctorant en droit international public à l'Université de Genève. Assistant à la faculté de droit civil de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Unité universitaire à Abidjan, UCAOUA, Côte d'Ivoire. Serge Théophile Bambara. Docteur en droit public, attaché de recherche, Centre d'études et de recherche comparative constitutionnelle et politique, Université de Montpellier, France. Touwende Roland Ouedraogo. Candidat au doctorat au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, et chargé de cours à l'UQAM et à l'Université de Montréal, UDEM, Canada. Valérie Edwige Som Akabore. Agrégé des facultés de droit public, Université Thomas Sankara de Ouagadougou, Burkina Faso, membre universitaire de la Commission nationale des droits humains, CNDH, Burkina Faso. Yann Marius Soma. Enseignant-chercheur au Centre universitaire de Banfora, Burkina Faso. Ida, Alexis Nagalo. Chargé de recherche au CNRST, Burkina Faso. Les auteurs remercient Marc-Olivier Busslinger, assistant au département de droit public de l'Université de Genève, pour son aide combien précieuse dans la mise en forme de cet ouvrage. Avant-propos. Longtemps critiqué de ne s'être pas doté, dès l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, si après la Charte africaine ou la CADHP, d'un mécanisme juridictionnel de contrôle de la mise en œuvre des droits et des libertés,
le système africain des droits de l'homme a résorbé cette insuffisance en créant, par le protocole de Ouagadougou de 1998, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ci-après la Cour africaine ou la Cour ADHP. Cadette des 3 juridictions régionales de droits de l'homme, la Cour africaine a maintenant une dizaine d'années de fonctionnement et une jurisprudence de plus en plus riche et dense. Elle a à son actif plus d'une centaine d'affaires finalisées. Un commentaire de ces grands arrêts était tant attendu pour à la fois systématiser et synthétiser cette riche jurisprudence, mais aussi pour mieux la faire connaître. Cet ouvrage de commentaire des grands arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient donc à point nommé. Ouvrage collectif de langue française, premier de son genre, il réunit une vingtaine de juristes s'intéressant à l'Afrique, chercheurs dans différentes universités occidentales, américaines et africaines, mais aussi praticiens du droit, avocats et juges notamment. Ayant fait le choix de faire une étude commentée, sous la forme de contributions, des différentes grandes affaires dont a connu la Cour africaine, c'est un ouvrage qui adopte une démarche didactique et pédagogique. Ce qui permet de mieux saisir à la fois le droit processuel et le droit matériel du système africain des droits de l'homme et des peuples. Subdivisé en 6 chapitres, c'est une vingtaine d'affaires qui sont analysées minutieusement, permettant au lecteur de repérer facilement les grandes questions traitées par la Cour continentale et de se familiariser avec l'œuvre prétorienne de la Cour. C'est un ouvrage qui est conçu pour être accessible à la fois aux enseignants, aux chercheurs, aux praticiens, à la société civile, aux organes étatiques, etc. Il trouve ainsi la voie par laquelle le système normatif et institutionnel de protection des droits de l'homme sur le continent peut être connu et enseigné, contribuant par ce fait au renforcement de l'état de droit et de la démocratie. La position des juges, notamment dans l'interprétation des textes conventionnels, constitue l'essence du droit. La connaître, c'est ainsi s'assurer d'une bonne pratique et d'une protection adéquate, comme en témoigne l'impact de la bonne diffusion des ouvrages de commentaires des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. La diffusion de la jurisprudence de la Cour africaine que cet ouvrage assure profitera incontestablement non seulement aux différentes couches des populations du continent, mais aussi et surtout aux autres juridictions régionales de droits de l'homme dont on observe qu'elles sont passées, dans leur œuvre prétorienne et dans leur rapport entre elles, du dialogue à la construction d'une jurisprudence globale en matière de droits de l'homme, notamment par la technique dite de fertilisation croisée de l'interprétation des droits et libertés. En effet, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, comme la Cour africaine, a souvent fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci a aussi parfois cité des arrêts de ses consoeurs dans certaines de ses décisions. C'est ce que la doctrine a appelé le dialogue des juges. Puis il a été fait le constat qu'au-delà d'une simple référence ou occurrence de la jurisprudence de telle cour régionale dans un arrêt de tel autre, les juges régionaux sont passés à ce que Laurence Burgorg-Larsens a appelé le décloisonnement de leurs textes conventionnels de base. Cela s'est matérialisé par le recours à des textes et jurisprudences extérieures pour enrichir l'interprétation de la Convention de droits de l'homme, dont ils sont chargés de veiller au respect. Cette démarche combinatoire, ou d'emprunt de plusieurs sources dans l'interprétation est en réalité ce que l'on peut appeler la fertilisation croisée de la jurisprudence. Le juge régional, au-delà de simplement s'inspirer de la jurisprudence d'un autre, pense, féconder son interprétation par celle-ci. Par cette interprétation croisée des différentes cours régionales des droits de l'homme, il se décèle aujourd'hui la construction d'une sorte de jurisprudence globale. Il s'observe en effet la volonté des cours régionales de droits de l'homme de faire émerger un patrimoine commun international des droits de l'homme, qui résulterait de la convergence des différents textes, mais aussi et au final de l'interprétation que les juges font de ces conventions. Le système africain des droits de l'homme et des peuples participe et doit participer à la construction de ce patrimoine commun, en matière de droits de l'homme. On sait déjà la contribution qu'il a faite au développement des droits dits de la troisième génération, en réservant une place de choix à ces droits dans la Charte africaine. Un ouvrage de commentaire des grands arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, comme celui-ci permettra une meilleure connaissance de la jurisprudence du système africain et facilitera une meilleure contribution de celle-ci dans ce commercium de l'interprétation des droits et libertés entre les différentes cours régionales.
C'est un ouvrage qui permettra aux autres juridictions de droits de l'homme de mieux appréhender la jurisprudence de la Cour africaine, pour mieux cross-fertiliser leur interprétation. Il fait ainsi un grand apport à la construction de cette jurisprudence globale en matière de droits de l'homme. Celui-ci est un premier tome, parce que les auteurs font le pari de publier à intervalles réguliers et sous le même format et en différents autres tomes, le commentaire des tous les grands arrêts que la Cour africaine des droits de l'homme rendra. Samson Mouin Son Médéabire. Ordonnancement des affaires et des commentaires. Avouons d'emblée qu'il est difficile de déterminer un critère assez stable, à partir duquel on pourrait ordonner la vingtaine d'affaires ici sélectionnées et leurs commentaires. D'une part, les différentes affaires se chevauchent dans les droits et libertés de la Charte africaine qu'elles impliquent, et d'autre part, les différents commentaires font le choix d'orienter leurs analyses sur tel ou tel aspect des arrêts selon l'approche que les contributeurs en ont faite, tant ils avaient une très grande liberté dans la rédaction de leurs contributions. Toutefois, en prenant en compte la nature de l'affaire dont la Cour a été saisie, les principaux droits dont la violation a été alléguée, l'appréciation que la Cour en a faite et surtout les questions juridiques que le commentaire de l'affaire a jugé être les principales questions, on peut ordonner les 20 affaires en 6 ensembles. Cet ordonnancement n'a pas pu, nous le concédons, esquiver les écueils d'une part d'arbitraire des éditeurs. Le premier ensemble est constitué des affaires qui mettent l'accent sur la saisine et l'office de la Cour. Il y a dans cet ensemble l'affaire Michelot Yogogombe C. République du Sénégal, qui est la première affaire dont la Cour a connu et dont l'essentiel du contentieux a porté sur la compétence personnelle de la Cour, notamment la déclaration d'acceptation par le Sénégal de la compétence de la Cour pour connaître des requêtes introduites par les individus et les ONG, la fameuse déclaration de l'art. 34 al. 6 du protocole de Ouagadougou. La seconde affaire de cet ensemble est l'affaire Femi Falana C. Union africaine. La principale question juridique dans cette affaire et le commentaire qui en a été fait ont été de savoir si l'Union africaine pouvait être attraite devant la Cour africaine en tant que défendresse dans une affaire. C'est donc la question de qui a locus standi devant la Cour qui a été tranchée dans cette affaire. Une troisième affaire vient clore cet ensemble, l'affaire Ingabire Victoire Umuhoza C. République du Rwanda. Cette affaire est certes au sujet de la liberté d'expression, mais ce qui lui a surtout valu sa grande notoriété, c'est le fait qu'après l'introduction de la requête, le Rwanda a retiré sa déclaration d'acception de la compétence de la Cour pour connaître des requêtes individuelles et des ONG. Une grande partie du contentieux dans cette affaire a ainsi consisté en la détermination de la validité et des conséquences d'un tel retrait. On pourrait aussi ajouter dans ce premier ensemble l'affaire Norbert Zongo et autres C. Burkina Faso. Une grande partie, sinon l'essentiel du contentieux dans cette affaire se noue autour de la compétence rationnée temporis de la Cour. La Cour a même dû rendre un arrêt consacré à cette question dans lequel il développe, pour la première fois, les notions de violation continue et instantanée. Mais puisque c'est l'assassinat d'un journaliste qui est à l'origine de cette affaire, et comme la Cour, dans son arrêt au fond, fait la part belle à la liberté d'expression des journalistes, nous classons cette affaire dans le 4e ensemble infra. Le deuxième ensemble est fait d'affaires que l'on pourrait qualifier d'affaires en lien avec des questions politiques. Il s'agit d'affaires nées de la vie politique nationale des États défendeurs, et qui ont échoué sur le prétoire de la Cour africaine pour qu'elle tranche les différends juridiques qui en ont résulté. Il s'agit de l'affaire dite Mtikila C. Tanzanie qui est au sujet des candidatures indépendantes aux élections présidentielles, législatives et locales que la Tanzanie avait interdites. La Cour a jugé de la conformité de cette interdiction aux droits et libertés de la Charte. Il s'agit aussi de l'affaire APDH-C. République de Côte d'Ivoire, qui est au sujet de la conformité de la Commission électorale indépendante ivoirienne telle qu'elle résultait de la loi du 28 mai 2014 sur ladite commission à un certain nombre de droits politiques. Il s'agit ensuite de l'affaire Sébastien Germain à Javon C. République du Bénin. Cette affaire tient sa dimension politique du fait qu'entre autres, le requérant est un opposant politique de premier rang au Bénin, et parce que l'examen de la Cour et le commentaire de l'affaire mettent en lumière les rapports quelque peu troubles entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. On peut ajouter enfin à cet ensemble
l'affaire APDH et IHRDAC. République du Mali. Cette affaire porte certes sur la violation par le Code des personnes et de la famille du Mali de l'âge minimum de la jeune fille pour consentir au mariage, et des droits à la succession pour les femmes et les enfants naturels. Mais quand on connaît le contexte social et politique dans lequel ce code a été adopté, avec le concours de puissantes organisations musulmanes maliennes, censurer un tel code, comme la Cour africaine l'a fait, peut engendrer une perception et des répercussions politiques au plan interne. C'est pour cette raison que l'on peut classer cette affaire dans cette rubrique des affaires en lien avec les questions politiques. Ces différentes affaires ont aussi la caractéristique d'avoir mobilisé des instruments juridiques régissant les questions politiques comme la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et d'autres conventions non spécifiquement africaines. Le troisième ensemble est fait d'affaires que l'on pourrait qualifier d'affaires de violation de masse. Ces affaires ont la caractéristique commune d'avoir été toutes référées à la Cour africaine par la Commission africaine des droits de l'homme, qui était ainsi défenderesse. Elles portent pour l'une sur une situation de crise et de conflit armé et pour l'autre, sur la violation de droits collectifs. Nous classons dans ce troisième ensemble l'affaire Commission ADHPC. Libye ou l'affaire dite de Saïf al-Islam Kadhafi, qui nous plonge dans la grande crise de la Jamaïria arabe libyenne de 2011 avec son lot de violations massives des droits et de libertés dont la détention incommunicado et la condamnation à mort de Saïf al-Islam Kadhafi. Nous ajoutons à cet ensemble, l'affaire Commission ADHPC. République du Kenya, qui est, pour le moment, la première et la seule affaire des droits des peuples dont la Cour africaine a connu. Elle est au sujet des mesures de déguerpissement et d'expropriation de la communauté Ogiek, de leur forêt ancestrale de Mau par le Kenya. La Cour et l'auteur du commentaire de cette affaire s'appesantiront sur la notion et le statut du peuple, et l'analyse d'une kyrielle de droits, essentiellement collectifs, dont la violation a été alléguée. Le quatrième ensemble est composé d'affaires que l'on pourrait qualifier approximativement d'affaires de la liberté d'expression et des droits des journalistes. Ces affaires ont la double caractéristique de concerner des journalistes pour la plupart, et de porter sur la violation des droits de ceux-ci ou de la liberté d'expression tout simplement. On réunit dans cet ensemble l'affaire Norbert Zongo et autres C. Burkina Faso, qui est une affaire d'assassinat d'un journaliste et de ses compagnons. L'auteur du commentaire a certes fait le choix de s'appesantir sur les questions techniques de la compétence temporelle, de la méthode d'interprétation combinatoire, des principes déterminants des réparations, du droit à la vie, mais l'affaire reste tout de même une affaire de liberté d'expression des journalistes. L'affaire Loé Konaté C. Burkina Faso entre aussi dans cet ensemble. Elle porte sur la condamnation d'un journaliste pour diffamation, injure publique et outrage à magistrat à travers certains articles de presse. La Cour y verra une restriction disproportionnée à la liberté d'expression du journaliste. On pourrait enfin ranger l'affaire Ingabire Victoire Umuhoza C. République du Rwanda dans cet ensemble, car même si l'auteur du commentaire de cette affaire fait la part belle au retrait du Rwanda dans son analyse, il reste aussi que le fond de cette affaire c'est le droit à la liberté d'expression sur le génocide rwandais. Le cinquième ensemble regroupe des affaires sur le droit au procès équitable. La plupart des affaires dont la Cour a connu touchent, le plus souvent, au droit au procès équitable et ainsi la majorité des affaires classées dans les ensembles ci-dessus auraient aussi bien pu prendre place dans cette catégorie. Cependant, nous réunissons dans cet ensemble les affaires ou les commentaires dans lesquels la part belle est faite à ce droit au procès équitable. Il s'agit de l'affaire Alex Thomas C. Tanzanie dont l'examen de la Cour et le commentaire mettent en lumière les différentes garanties du droit à un procès équitable et les conditions de restriction de ce droit. Il s'agit aussi de l'affaire Dioclès William C. Tanzanie dans laquelle la Cour confirme le contenu normatif de ce droit à un procès équitable, tout en insistant, comme le font remarquer les auteurs du commentaire de cette affaire, sur les aspects de l'accès à l'assistance judiciaire, l'appréciation des éléments de preuve et les conditions d'audition des témoins dans le procès pénal. L'affaire Christopher Jonas C. Tanzanie est aussi au sujet du droit à un procès équitable, notamment le droit à l'assistance judiciaire. On range aussi dans cet ensemble, l'affaire Mohamed Aboubakari C. Tanzanie dont le commentaire met l'accent entre autres,
sur l'appréciation que la Cour fait des éléments de preuve et de la publicité du procès pénal tanzanien à l'origine de l'affaire. Aussi, l'affaire Armangeï C. Tanzanie, qui certes à l'origine porte sur une condamnation par le juge national à la peine mort, revient au fond à une question de droit à un procès équitable. La Cour africaine examinera au final si la peine de mort a été infligée dans cette affaire dans le respect des garanties d'un procès équitable. Et le commentaire de cette affaire fait une belle et pertinente critique de cette approche de la Cour africaine qui donne le sentiment d'esquiver le sujet de la peine de mort percée en droit africain des droits de l'homme. Enfin, on peut mettre dans cette rubrique l'affaire Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres C. Tanzanie dans laquelle la Cour développe largement des aspects du droit à un procès équitable, notamment les questions de la prolongation anormale des procédures judiciaires internes et le droit à l'assistance judiciaire. Cette affaire aurait aussi bien pu être classée dans l'ensemble ci-dessous, puisque les faits à l'origine portent sur ce qui pourrait vraisemblablement être qualifié d'enlèvement et de séquestration des requérants au Mozambique et de leur transfert forcé en Tanzanie. Le sixième et dernier ensemble rassemble les affaires qu'on pourrait qualifier, sans assez de justesse, nous l'avouons, d'affaires en lien avec l'extradition, la nationalité, les droits des étrangers. Cette catégorie, précisons-le, n'est pas résiduelle. Elle réunit des affaires qui ont en commun, pour certaines, d'avoir des requérants qui ont été accusés de faits d'infraction dans l'État défendeur et qui se sont réfugiés dans d'autres pays d'où ils seront transférés dans l'État défendeur. Les requérants ont allégué des violations du droit au procès équitable du fait de ces transferts ou d'événements intervenus au cours de ces transferts. C'est le cas de l'affaire Kennedy Owino Onyeshi et autres C. Tanzanie. Même si l'auteur du commentaire de cette affaire a mis davantage l'accent, à bon escient, sur l'analyse que la Cour fait du droit au procès équitable et de l'appréciation du caractère arbitraire d'une arrestation, il n'en reste pas moins que les faits à l'origine de l'affaire portent entre autres sur l'extradition des requérants. Pour les autres affaires de ce sixième ensemble, elles concernent des questions de liberté de circulation, de séjour irrégulier d'étrangers et de fraude à la nationalité. Il s'agit de l'affaire Lucien Ikili Rachidi C. Tanzanie dans laquelle la Cour a examiné les libertés de circulation et de résidence d'une personne étrangère. Il s'agit aussi de l'affaire Anudo Ochieng, Anudo C. Tanzanie, dans laquelle le requérant accusé de fraude à la nationalité a été expulsé. L'arrêt de la Cour et le commentaire qui en a résulté analysent le droit de ne pas être privé arbitrairement de sa nationalité tel que le garantit la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le droit de ne pas être expulsé arbitrairement. Comme on peut bien le remarquer, il y a des chevauchements des différentes affaires dans l'ordonnancement que nous avons adopté. Cet ordonnancement n'est donc qu'une grille indicative de lecture des différents commentaires d'arrêt. Il n'inclut pas dans sa nomenclature les questions préliminaires, compétences, recevabilité, et les questions du droit des réparations. Cela s'explique par le fait que pratiquement toutes les affaires en traitent, même si certaines peuvent être beaucoup plus illustratives de ces aspects préliminaires de la procédure devant la Cour que d'autres. On trouvera donc dans ces différents commentaires d'arrêt des analyses du droit des questions de compétence et de recevabilité et du droit de la réparation. Les affaires en lien avec la saisine et l'office de la Cour. Michelo Yogogombe C. République du Sénégal. Femi Falana C. Union africaine. Ingabire Victoire Umuhoza C. République du Rwanda. Les affaires en lien avec des questions politiques. Mtikila C. Tanzanie. APDH C. République de Côte d'Ivoire. Sébastien Germain Ajavon C. République du Bénin. APDH et IHRDAC. République du Mali. 3. Les affaires de violation de masse soumises par la Commission ADHP. Commission ADHP-C. Libye. Commission ADHP-C. Kenya. 4. Les affaires de la liberté d'expression et des droits des journalistes. Norbert Zongo et autres C. Burkina Faso. Loé Konaté C. Burkina Faso. Ingabire Victoire Umuhoza C. République du Rwanda. Les affaires sur le droit au procès équitable. Alex Thomas C. Tanzanie.
Dioclès William C. Tanzanie. Mohamed Aboubakari C. Tanzanie. Armand Guéhi C. Tanzanie. Christopher Jonas C. Tanzanie. Wilfred Onyango Ngani et 9 autres C. Tanzanie. Veiller les affaires en lien avec l'extradition, la nationalité, les droits des étrangers. Kennedy Owino Onyashi et autres C. Tanzanie. Lucien Ikili Rachidi C. Tanzanie. Anudo Ochieng, Anudo C. Tanzanie. Les affaires en lien avec la saisine et l'office de la Cour. Michelo Yogogombe C. République du Sénégal. Femi Falana C. Union africaine. Ingabire Victoire Umuhoza C. République du Rwanda. Commentaire blanc affaire Michelo Yogogombe C. République du Sénégal, requête numéro 001-2008. Samson Mouine Son Médéa BIRE. L'affaire Michelo Yogogombe C. République du Sénégal, ci-après l'affaire Michelo Yogogombe, et c'est peu dire, l'une des plus grandes affaires de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ci-après Cour ADHP ou la Cour, à la fois dans le symbolisme et dans l'histoire de cette Cour. C'est en effet la première affaire dont la Cour a connu, et qui a donné lieu au premier arrêt de cette Cour. On a même pu dire de cette affaire, du moins de l'arrêt qui en a résulté, qu'il s'agissait, paraphrasant Neil Armstrong, d'un petit pas pour la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais d'un bond de géant pour le système africain de protection des droits de l'homme. C'est donc une affaire qui donne le ton de la production jurisprudentielle de la Cour africaine qui suivra. En tout cas, la façon dont la Cour l'a traitée plante le décor de son œuvre prétorienne à venir. À l'origine de l'affaire se trouve la requête de M. Michelo Yogogombe, de nationalité tchadienne, ancien secrétaire d'État du dernier gouvernement de Hissène Habré et réfugié en Suisse. La requête est adressée au président de la Commission de l'Union africaine, ci-après UA. Elle est en vue de la procédure, diligentée par la République du Sénégal en vue d'inculper, juger et condamner le sieur Hissène Habré, ex-chef d'État tchadien actuellement réfugié à Dakar au Sénégal. La conférence de l'Union africaine, ci-après UA, avait en effet mandaté le Sénégal de trouver une solution ou une alternative au cas de l'ancien président Habré, notamment aux poursuites pénales pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture perpétrés dans l'exercice de ses fonctions. Le Sénégal a pour ce faire, modifié sa constitution pour aboutir au final à la création des chambres africaines extraordinaires du Sénégal qui jugeront et condamneront l'ancien président Habré. Le requérant allègue dans sa requête que cette modification constitutionnelle sénégalaise est contraire au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, tel que garanti par l'art. 7 de la CADHP. Il allègue aussi que le Sénégal a violé la convention de l'UA du 26 juin 1974 sur les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique, et qu'il a utilisé de manière abusive, à des fins politiques et pour des considérations pécuniaires, le mandat à lui confié par l'UA, en privilégiant une solution judiciaire à une solution inspirée des traditions africaines comme le recours à l'Ubuntu. En réponse, le Sénégal soulève une exception préliminaire d'incompétence. En vérité, c'est la Cour qui la qualifiera ainsi de la Cour. Elle soutient n'avoir pas fait, contrairement à ce que prétend le requérant, la déclaration d'acception de la compétence de la Cour pour connaître des requêtes individuelles portées contre lui au sens de l'art. 34.6 du protocole créant la Cour, ci-après le protocole de Ouagadougou ou le protocole. Il conteste aussi l'intérêt du requérant à agir, soutenant que l'affaire concerne exclusivement le Sénégal, Hissène Habré et les victimes des crimes pour lesquels le président Habré est poursuivi. Il réfute enfin et subsidiairement les allégations du requérant quant aux violations du principe de non-rétroactivité de la loi pénale et du mandat qui lui a été confié par l'UA. La Cour examinera l'exception préliminaire d'incompétence et rendra le 15 décembre 2019, soit 5 ans après son existence, son premier arrêt concluant à son incompétence rationnée personnée. Elle n'examinera donc pas le fond des allégations du requérant. On peut deviner aisément la difficulté à commenter un tel arrêt historique, tant il y a déjà eu maints commentaires de belle facture de cet arrêt.
La difficulté est d'autant grande que le juge Fatsa Ouguergouz a joint à l'arrêt une opinion individuelle d'une sagacité indéniable. Son opinion individuelle contient, pour reprendre les termes de Brian Sang, des well-reasoned arguments and progressive views on the jurisdictional hurdle for individual and non-state actor complaint. En tout cas, plus qu'une opinion individuelle, c'est un véritable commentaire de l'arrêt que le juge a fait. Notre commentaire, de toute évidence, s'inspirera largement de cette opinion du juge et de toutes autres analyses déjà faites sur l'affaire Michelo Yogogombe, analyse qui, au demeurant, concorde toutes à souligner que le point de clou de l'affaire est la compétence rationnée personnée de la Cour, notamment la compétence personnelle à connaître des requêtes individuelles. Cette compétence, la Cour l'assoit avec justesse sur les articles 5 et 34, 6 du protocole de Ouagadougou, I. Mais le traitement procédural qu'elle a fait de la requête laisse songeur, d'autant qu'ici l'incompétence de la Cour apparaissait prima facie, 2. Il a compétence personnelle de la Cour sise entre l'art. 5 et l'art. 34.6 du protocole. La Cour ADHP, pour connaître d'une affaire, doit, comme ses consoeurs cours régionales de droits de l'homme, la Cour EDH, la Cour IADH, être compétente à un triple ou quadruple point de vue. Elle doit être matériellement compétente. Ce sont les articles 3 et 7 du protocole de Ouagadougou qui définissent cette compétence matérielle. À teneur de ces dispositions, la Cour connaît des affaires et des différends concernant l'interprétation et l'application non seulement de la CADHP et du protocole de Ouagadougou, mais aussi de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés. Cette définition de la compétence rationnée matérielle est assez spécifique. Elle ouvre expressément l'office du juge de la Cour ADHP sur des instruments de droits de l'homme autres que la CADHP, que ceux-ci soient exclusivement africains ou extra-africains, universels ou tout autre, la seule condition étant que ces instruments soient relatifs aux droits de l'homme et qu'ils lient l'État défendeur. Une telle ouverture de la compétence de la Cour, et partant de tout le système africain de droits de l'homme et des peuples sur une pluralité d'instruments juridiques, oblige la Cour africaine à faire office du juge herme au sens austien du terme, c'est-à-dire à lire la Charte africaine et tous ses autres instruments de façon croisée et combinée. C'est sans doute un véritable défi, mais la Cour dans cette affaire Michelo Yogogombe n'y est pas confrontée, puisque la compétence matérielle de la Cour n'est pas ici en cause. La Cour africaine doit être aussi compétente rationnée temporis. Le protocole de Ouagadougou ne définit pas expressément cette compétence temporelle, mais la Cour de l'affaire Norbert Zongo précisera qu'elle n'est compétente temporellement que pour les violations de droits survenues après l'entrée en vigueur pour l'État défendeur non seulement de la CADHP, mais aussi du protocole créant la Cour. Ici non plus la compétence temporelle de la Cour n'est directement en cause. Toutefois, nous y reviendrons, la manière dont la Cour traite la question de sa compétence personnelle dans cette affaire n'est pas sans incidence sur la détermination de la compétence temporelle. La Cour doit par ailleurs être compétente territorialement. Le protocole ne contient aucune disposition à ce sujet, mais il est évident qu'elle ne peut connaître d'une requête, comme tous les autres organes quasi-juridictionnels de droits de l'homme, que si les faits à l'origine de la requête ont lieu sur le territoire ou sous la juridiction de l'État défendeur. C'est surtout lorsqu'il y a des allégations de violations extraterritoriales de droits de l'homme, que la question de la compétence territoriale se pose souvent. Pour l'instant, la Cour africaine n'a pas encore eu à connaître d'allégations de violations extraterritoriales. En tout cas dans l'affaire qui nous occupe, la compétence territoriale de la Cour africaine n'est pas en cause. Enfin, pour connaître d'une affaire, la Cour doit avoir la compétence personnelle. C'est l'art. 5 du protocole de Ouagadougou qui définit notamment cette compétence personnelle de la Cour. Celle-ci peut être saisie par la Commission africaine, les États parties au protocole, les organisations intergouvernementales africaines et dans certaines conditions, les individus et les organisations non gouvernementales, ci-après ONG, dotés du statut d'observateur auprès de la Commission africaine. Dans l'arrêt qui nous occupe, c'est la compétence personnelle de la Cour qui est cause, notamment sa compétence à connaître des requêtes individuelles. À teneur de l'art. 34.6 du protocole de Ouagadougou auquel renvoie l'art. 5.3 du même protocole, pour que la Cour africaine connaisse de telles requêtes, individuelles et des ONG,
il faut que l'État défendeur ait fait une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour connaître de celle-ci. Dans sa requête, M. Yobo Gombe prétend que le Sénégal a fait la déclaration au titre de l'article 34.6 du protocole acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes des individus. Ce que le Sénégal conteste, affirmant avec force n'avoir pas fait la déclaration de reconnaissance de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour connaître des requêtes individuelles. C'est là que l'essentiel du contentieux se noue pour la Cour. La Cour le tranchera en faisant une clarification terminologique, I1, et en offrant une interprétation des arts. 5 et 34.6 du protocole de Ouagadougou I2. I1 entre exception d'irrecevabilité et exception d'incompétence. La Cour fait observer dans son arrêt que l'exception préliminaire dont elle a à connaître n'est pas une exception d'irrecevabilité, mais une exception d'incompétence. Elle fait cette précision non seulement parce que le Sénégal dans son mémoire en réponse, contestant avoir fait la déclaration d'acception de la compétence de la Cour pour connaître des requêtes individuelles au sens de l'art. 34.6 du protocole, demande à la Cour de déclarer la requête de Michelo Yobo Gombe irrecevable, mais aussi parce que l'art. 34.6 du protocole dispose que la Cour ne reçoit aucune requête individuelle intéressant un État qui n'a pas fait la déclaration d'acception de la compétence pour de telles requêtes. La Cour précise alors que le terme reçoit de l'art. 34.6 du protocole ne doit être entendu ni dans son sens littéral, comme renvoyant au concept de réception, ni dans son sens technique comme renvoyant au concept de recevabilité. Il doit plutôt être interprété à la lumière tant de la lettre que de l'esprit de l'article 34.6, pris dans son intégralité et en particulier de l'expression « déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant d'individus ou d'ONG », figurant dans la première phrase de cette disposition. Il ressort donc clairement de cette lecture que l'objet de l'art. 34.6 est de régler les conditions pour que la Cour puisse connaître de telles requêtes. La Cour a ainsi voulu, par cette analyse sémantique, préciser que l'art. 34.6 du protocole est au sujet de la compétence et non de la recevabilité, et que la recevabilité doit être distinguée de la compétence. Sans aucun doute, en droit processuel, la recevabilité est différente de la compétence. La première étant la qualité ou le caractère que doit avoir un recours parce que remplissant des conditions préalablement définies pour être examiné au fond par un organe, en l'occurrence la Cour africaine, tandis que la seconde, la compétence, ici contentieuse de la Cour ADHP, est le pouvoir de la Cour d'examiner, de connaître d'une affaire et de la régler par une décision, lato sensu. La recevabilité a donc trait à la qualité du recours tel qu'exigé par l'art. 56 de la CADHP auquel renvoie l'art. 6.2 du protocole de Ouagadougou, alors que la compétence a trait à l'office du juge. Et à considérer la teneur de l'art. 56 de la CADHP, il appert que les griefs de l'exception d'irrecevabilité sont plus larges et que ceux de l'exception d'incompétence qui sont au nombre de 3 comme déjà mention, rationné matérié, temporis et personné. L'art. 34.6 du protocole a donc trait à la compétence, à l'office du juge pour connaître des requêtes individuelles et non à la qualité de ces requêtes. Recevabilité et compétence ne sont toutefois pas sans lien, même si la Cour ne le laisse pas entrevoir. Pour que la Cour statue sur la recevabilité d'une requête, il faut qu'elle ait d'abord la compétence au triple ou quadruple point de vue, matériel, personnel, temporel et territorial. C'est en tout cas dans cet ordre que la Cour africaine procède. Quand elle examine les exceptions préliminaires soulevées par l'État défendeur, elle commence par celles relatives à sa compétence. Cela n'empêche cependant pas que le greffe ou le secrétariat d'un organe quasi-juridictionnel ait le pouvoir d'apprécier la recevabilité prima facie des requêtes avant que l'organe quasi-juridictionnel ne les connaisse. C'est le cas dans le système interaméricain des droits de l'homme, avec l'étape procédurale prévue à l'art. 26 du règlement de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Le secrétariat exécutif de la Commission est chargé de l'étude et de l'instruction initiale des pétitions qui sont présentées à la Commission. On peut se demander, nous y reviendrons, si la Cour ADHP ne gagnerait pas à donner une telle compétence d'instruction préalable des requêtes à son greffe. Au regard de l'affluence croissante des affaires devant la Cour,
On ne manquerait sans doute pas de gagner en célérité dans le traitement des affaires si le greffe pouvait déjà faire un tri des requêtes irrecevables prima facie. Enfin, un autre point de commerce entre recevabilité et compétence est que la requête soit irrecevable ou que la Cour manque de compétences pour la connaître, le résultat au final reste le même. La requête ne sera pas traitée au fond et sera rejetée comme c'est le cas ici dans l'affaire qui nous occupe. I2 Le droit de saisine directe de l'individu, entre les arts. 5 et 34-6 du protocole. Pour résoudre l'exception préliminaire soulevée par le Sénégal, qu'elle a requalifiée d'exception d'incompétence rationnée personnée, la Cour ADHP pose le principe selon lequel, pour qu'elle puisse connaître d'une requête contre un État partie émanant directement d'un individu, il faut qu'il y ait conformité avec, entre autres, l'article 5, 3 et l'article 34-6 du protocole. Selon cet art. 5, 3 du protocole, la Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux ONG dotés du statut d'observateur auprès de la Commission d'introduire directement devant elle conformément à l'art. 34.6 de ce protocole et à teneur de l'art. 34.6. À tout moment à partir de la ratification du présent protocole, l'État doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'art. 5.3 du présent protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'art. 5.3. Intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La Cour fait une lecture combinée de ces deux dispositions, de laquelle elle tire la conclusion que sa saisine directe, par un individu est subordonnée au dépôt par l'État défendeur d'une déclaration spéciale autorisant une telle saisine. Constatant que le Sénégal n'a pas fait une telle déclaration spéciale, elle conclut qu'elle n'a pas de compétence pour connaître de la requête. Ce raisonnement de la Cour, qui enfile un syllogisme quasi scolaire, est relativement clair. Toutefois, il présente une zone d'ombre. Comme l'a si bien fait remarquer le juge Fatsa dans son opinion individuelle, la Cour sème une confusion en faisant cas d'exigence de conformité avec entre autres, l'art. 5.3 et l'art. 34.6, nous soulignons, pour qu'elle ait compétence rationnée personnée dans l'affaire en cause. S'il ne fait l'ombre d'aucun doute que la compétence personnelle de la Cour est régie par l'art. 5.3 du protocole et que l'art. 34.6 définit les modalités d'acceptation de cette compétence par les États parties. L'expression entre autres dans l'arrêt de la Cour laisse penser qu'il y aurait d'autres conditions supplémentaires. Ce qui n'est pourtant pas le cas. La Cour songerait-elle aux conditions de recevabilité par l'adjonction du entre autres? Difficile de l'admettre puisqu'elle distingue avec soin dans l'arrêt, recevabilité et compétence. C'est en réalité un entre autres de trop et de maladresse. Probablement un lapsus calami ou clavis. Il est aussi assez remarquable, et à regretter que la Cour n'a donné dans ce premier arrêt, aucune précision ni sur la nature ni sur les modalités de cette fameuse déclaration de l'état de l'art. 34.6 du protocole. Il faudra attendre 7 ans plus tard, pour qu'elle indique dans l'affaire Ingabire Victoire Umuozase. République du Rwanda, que la déclaration faite en vertu de l'article 34.6 du protocole constitue non seulement un engagement international de l'État, mais bien plus important, crée des droits subjectifs en faveur des individus et des groupes, mais que son dépôt est facultatif par nature, et que ainsi, en tant qu'acte unilatéral, la déclaration peut être séparée du protocole et peut de ce fait être retirée indépendamment du protocole. La déclaration est donc facultative, unilatérale et créatrice du droit de saisine directe de la Cour au profit des individus et des ONG. Enfin, le traitement procédural que la Cour a fait de cette affaire ne laisse pas moins songeur. Le traitement procédural de la requête en cas d'incompétence de la Cour. Une affaire pour laquelle l'incompétence personnelle de la Cour apparaissait prima facie, mais que la Cour instruira tout de même jusqu'à rendre un arrêt. On peut s'étonner que la requête ne fût pas rejetée par une simple lettre du greffe, de 1. La Cour en procédant ainsi avait-elle en arrière-plan la configuration d'un forum prorogatum? À la lecture de l'arrêt et surtout de l'opinion individuelle du juge Fatsa, on ne peut résister à l'interrogation de 2. De 1. Le refus d'un rejet administratif de la requête pour incompétence notoire de la Cour. Résumons l'historique et les différents actes de procédure de cette affaire devant la Cour africaine.
Le greffe de la Cour a reçu la requête de Michelo Yogogombe et l'a inscrite au rôle le 29 décembre 2008. Il a ensuite, conformément à l'art. 35 de l'ancien règlement de la Cour, art. 40, 6 du nouveau règlement, notifié la requête au Sénégal et informé les autres parties au protocole de Ouagadougou de son dépôt le 5 janvier 2009. Le Sénégal a accusé réception de la notification de la requête, par lettre du 10 février 2009. Il a fait connaître dans la même lettre les noms de ses représentants devant la Cour. Là, on se demande pourquoi dans l'accusé de réception, le Sénégal ne se contente pas seulement de contester avoir fait la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour pour connaître des requêtes individuelles, et d'ainsi rejeter la compétence personnelle de celle-ci. Au lieu de cela et mieux encore, une semaine après, le 17 février 2009, il demandera une prorogation de délai pour présenter ses observations à la requête. Ne serait-ce pas cette attitude du Sénégal qui a conduit la Cour à ne pas rejeter d'emblée la requête pour incompétence manifeste ? Au demeurant, dans son mémoire en défense, le Sénégal demande à la Cour non pas de se déclarer incompétente, mais de déclarer la requête irrecevable et répond même au fond aux allégations du requérant. C'est donc une attitude de l'État défendeur qui laissait la Cour entrevoir une possibilité, infime certes, mais perceptible tout de même, qu'il le Sénégal accepterait la compétence de la Cour pour connaître de la requête pendant. Par ailleurs, la Cour aurait-elle voulu rejeter par simple lettre du greffe la requête pour incompétence manifeste, qu'elle trouverait un peu difficilement un fondement juridique pour ce faire. Comme l'a relevé le juge Fatsa, les requêtes adressées à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à la Commission interaméricaine ou au Comité des droits de l'homme, font l'objet d'un filtrage avant leur enregistrement et leur notification aux États contre lesquels elles sont introduites. Ce qui n'est pas le cas de la Cour ADHP, le greffe de la Cour n'a a priori pas ce pouvoir de filtrage, du moins selon le règlement de la Cour au moment du rendu de l'arrêt ici sous commentaire. On pourrait se demander si l'art. 38 de l'ancien règlement de la Cour, art. 48, 1 du règlement de 2020, ne pouvait pas servir de fondement à un tel rejet. À lire cette disposition, on s'aperçoit qu'il s'agit certes d'un rejet sur la base d'une appréciation prima facie de la requête, c'est-à-dire avant même l'examen préliminaire de la compétence et de la recevabilité de l'art. 39 du règlement art. 49 de l'actuel règlement, mais surtout d'un rejet au motif que la requête serait manifestement infondée. C'est donc le fond de l'affaire et non des questions préliminaires de compétence et de recevabilité qui fondent le rejet, quoique rien n'empêche la Cour de fonder sur cette disposition des rejets de requêtes pour incompétence ou irrecevabilité manifeste. C'est sans doute en tirant leçon de cette lacune du règlement d'alors de la Cour, qu'avec le nouveau règlement de 2020, un nouvel alinéa a été rajouté à ce qui tenait lieu d'art. 38 pour donner au greffe un pouvoir de filtrage des requêtes pour lesquelles la Cour n'aurait manifestement pas compétence. Ainsi à teneur de l'art. 48 al. 2 du règlement de 2022. Chaque fois que le greffe reçoit une requête émanant d'un individu ou d'une organisation non gouvernementale, il vérifie auprès de la commission de l'UA si l'État visé par la requête est partie au protocole ou a déposé la déclaration prévue à l'art. 34, alinéa 6 du protocole. Lorsque le protocole n'a pas été ratifié ou lorsque la déclaration n'a pas été déposée, le greffier n'enregistre pas la requête et en informe le requérant en lui communiquant le S-motif S. Dans tous les cas, dans l'affaire qui nous occupe, le traitement procédural que la Cour a réservé à la requête de Michelo Yogogombe donne l'impression qu'elle n'excluait pas que nonobstant l'absence de déclaration préalable d'acceptation de la compétence de la Cour au sens de l'art. 34.6 du protocole par le Sénégal, elle aurait pu connaître de l'affaire même au fond. Cela laisse percevoir en filigrane une certaine idée que la Cour se fait de cette fameuse déclaration de l'art. 34.6 du protocole. De 2. Dans l'espoir d'un forum prorogatum, la compétence personnelle de la Cour ADHP pour connaître des requêtes individuelles, faudrait-il le rappeler, repose sur le consentement de l'État défendeur, consentement qui se dédouble formellement dans son expression. Il faut d'abord que l'État ratifie le protocole créant la Cour, et ensuite qu'il fasse une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes individuelles.
C'est la teneur de l'art. 34.6, qui fait clairement du dépôt de cette déclaration d'acceptation de compétence une faculté de l'État, même si les termes de la disposition peuvent faire penser a priori qu'il s'agit d'une obligation. L'art. 34.6 dispose en effet qu'à tout moment à partir de la ratification du protocole, l'État doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'art. 5.3. Ce doit donne l'impression que la déclaration d'acceptation de la compétence est une prescription faite à l'État. Mais il n'en est rien en réalité, puisque non seulement la suite de la disposition précise que la Cour ne reçoit aucune requête en application de l'art. 5.3. Intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration, mais aussi aucun délai n'est fixé à l'État pour faire une telle déclaration. Le dépôt de la déclaration est donc clairement facultatif, et le juge FATSA précise que les travaux préparatoires du protocole confirment cela. Si le moment du dépôt de la déclaration d'acceptation de la compétence fait de celle-ci une déclaration facultative, son antériorité ou sa postériorité par rapport à l'introduction d'une requête individuelle n'est pas précisée par la disposition. La déclaration peut être faite à teneur de l'art. 34.6, même, à tout moment à partir de la ratification du protocole. Il n'est donc aucunement exigé que la déclaration soit préalable à l'introduction d'une requête. L'art. 62 de la Convention interaméricaine a sur ce point l'avantage d'être très explicite. L'acceptation de la compétence de la Cour interaméricaine peut être faite à tout moment, inconditionnellement, par une déclaration ou une convention spéciale. Dans le cas de la Cour ADHP, malgré la sobriété de l'art. 34.6. Rien n'empêche en principe un État, une fois informé d'une requête introduite en son encontre, d'accepter d'une manière ou d'une autre la compétence de la Cour pour en connaître. L'idée d'un forum prorogatum n'est donc pas exclue ici. Le forum prorogatum, comme son nom l'indique, c'est la prorogation ou l'extension de la compétence d'une juridiction internationale pour connaître d'une requête, qui découle du comportement de l'État défendeur. C'est le cas de figure où la juridiction internationale qui devrait en principe se déclarer incompétente parce que l'État en cause n'a pas accepté au préalable sa compétence, affirme tout de même sa compétence et la fonde sur le comportement de cet État. L'État en cause exprime de manière expresse ou tacite qu'il accepte la compétence de la Cour pour l'affaire en cours. Avec le foruerem prorogatum, il y a comme une anticipation de la compétence de la Cour par le requérant qui saisit celle-ci avant que l'État défendeur ne remplisse la formalité d'acceptation de la compétence de la Cour et surtout une déduction par la Cour de sa compétence à partir de l'attitude de l'État défendeur. C'est par ses actes ou son comportement non équivoque que celui-ci accepte la compétence de la Cour. C'est ainsi que le Sénégal, comme l'a relevé le juge Fatsa, a pu faire penser à la Cour africaine jusqu'au 9 avril 2009 qu'il acceptait sa compétence pour connaître de l'affaire Michelo Yogogombe. En accusant réception de la lettre du greffe qui l'informait de la requête introduite contre lui, en communiquant au greffe le 10 février 2009 les noms de ses représentants, et en demandant une prorogation de délai le 17 février 2009 pour déposer ses conclusions, le Sénégal a pu faire croire à la Cour qu'il acceptait sa compétence dans cette affaire. Ce n'est qu'au 9 avril 2009 que la Cour a sans doute pu se raviser que le Sénégal n'acceptait pas au final sa compétence, puisque dans son mémoire en défense, il réfute expressi verbis avoir fait la déclaration d'acceptation de la compétence et demande à la Cour de rejeter la requête. On peut voir dans l'affaire Christopher Jonas c. République de Tanzanie un cas de figure de forum prorogatum de la Cour africaine. Dans cette affaire, le requérant a épuisé les voies de recours internes le 27 mars 2009, alors même que la Tanzanie n'avait pas encore déposé sa déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour au sens de l'art. 34.6 du protocole. Elle fera le dépôt de cette déclaration le 29 mars 2010. Mais lorsque M. Jonas Christopher introduit sa requête en mai 2015, la Tanzanie ne conteste aucunement la compétence ni temporelle ni personnelle de la Cour. Elle aurait pourtant pu exciper du fait qu'au moment des faits, elle n'avait pas encore fait la déclaration acceptant la compétence de la Cour pour connaître des requêtes individuelles pour contester la compétence temporelle et personnelle de celle-ci. Mais la Tanzanie s'en est pas prévalue. La Cour a donc conclu qu'elle était compétente, et a connu de l'affaire au fond.
Mais à la différence de l'affaire Christopher Jonas, ici dans l'affaire Michelo Yogogombe, le Sénégal réfute la compétence personnelle de la Cour. Et à ce sujet on peut se demander pourquoi la Cour, convaincue de son incompétence, après l'espoir déçu d'un forum prorogatum, ne la fait pas constater par une simple lettre du greffe ou ne la déclare pas dans une simple ordonnance ou une simple décision, mais va jusqu'à rendre un arrêt. C'est en réalité et justement parce que le Sénégal avait déjà soulevé des exceptions préliminaires, d'incompétence y comprise, et selon l'art. 52.7 du règlement de 2010 de la Cour, elle statue sur l'exception préliminaire par arrêt motivé. C'est donc au final, l'attitude du Sénégal dès les débuts de la requête qui a donné une perspective de forum prorogatum, et qui a fait que la requête n'a pas été rejetée in limine litis pour incompétence manifeste de la Cour, et ce sont les exceptions préliminaires soulevées par le Sénégal qui a expliqué que la Cour ait rendu un arrêt plus solennel au lieu d'une ordonnance ou d'une décision plus sobre en solennité ou encore d'une modique lettre du greffe pour clore l'affaire. Cependant, lorsqu'on fait un voyage dans le temps pour considérer le traitement procédural que la Cour va réserver à des affaires similaires, on s'étonne de son manque de constance. Si l'on prend par exemple l'affaire Amir Adan-Timan C. République du Soudan, le greffe, une fois la requête reçue, a demandé au conseiller juridique de la commission de l'UA si le Soudan avait fait la déclaration exigée par l'art. 34.6 du protocole. Le Soudan n'ayant pas fait une telle déclaration, la Cour conclura par une décision et non par un arrêt, à son incompétence manifeste pour connaître de l'affaire. Les questions évidentes que l'on se pose, c'est pourquoi l'État défendeur n'a pas eu notification de l'affaire, pourquoi il n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne donnant pas l'opportunité à l'État défendeur de se prononcer sur l'affaire. Le Soudan aurait pu, comme le Sénégal dans l'affaire Michelo Yogogombe, soulever des exceptions préliminaires et même accepter par forum prorogatum la compétence de la Cour. Aussi, une année auparavant dans l'affaire Youssef Ababou C. Royaume du Maroc, la Cour, informée par le conseiller juridique de la commission de l'UA que le Maroc n'était même pas membre de l'UA, conclura par décision, à son incompétence manifeste, sans même avoir notifié au Royaume du Maroc qu'une requête était introduite en son encontre. Dans l'affaire Ekoyo Mundi Alexander C. Cameroun et Nigeria, la Cour, constant que le Nigeria n'a pas fait la déclaration requise par l'art. 34.6 du protocole et que le Cameroun n'a même pas ratifié le protocole, conclura par décision à son incompétence manifeste sans même que les États mis en cause aient été informés de la requête et, c'est là une bizarrerie processuelle de la Cour, renverra l'affaire à la Commission. Elle fonde ce renvoi sur l'art. 6.3 du protocole. Pourtant cette disposition est au sujet de la recevabilité, au regard de l'intitulé même de l'art. 6. La disposition suggère que la Cour peut apprécier elle-même la recevabilité d'une requête, ou en confier l'examen à la Commission. Lorsque la Cour renvoie donc une affaire à la Commission, elle est en principe compétente pour la connaître, puisque la phase de la recevabilité est postérieure à celle de la compétence. Il est alors très curieux, que concluant à son incompétence manifeste, la Cour renvoie sur le fondement de l'art. 6.3 du protocole l'affaire à la Commission. C'est dans l'affaire Femi Falana C. Union africaine que la Cour semble avoir suivi le même traitement procédural que celui suivi dans l'affaire Michelo Yogogombe. Le défendeur, l'UA, a reçu en bonne et due forme notification de la requête introduite contre elle. Elle a soulevé formellement à la Cour un certain nombre d'exceptions préliminaires de compétence et de recevabilité et a même répondu au fond des allégations de M. Falana. La Cour, dans un arrêt, se déclarera incompétente rationnée personnée sur le fondement des arts. 5.3 et 34.6 du protocole de Ouagadougou. Le peu que l'on peut suggérer, c'est que la Cour gagnerait à harmoniser son traitement procédural des affaires. Pour le même motif d'incompétence personnelle, la Cour rejette la requête tantôt sobrement par une décision, tantôt plus solennellement par un arrêt. Tantôt elle notifie la requête au défendeur, tantôt elle rejette la requête sans que le défendeur n'en soit même informé, tantôt elle renvoie sur le fondement de l'art. 6.3 du protocole, certaines affaires qu'elle rejette pour incompétence, à la Commission africaine sans aucune explication, tantôt elle les rejette simplement sans renvoi. Si la Cour, depuis ses premières affaires connues au fond,
n'est plus que rarement saisie d'affaires pour lesquelles elle est incompétente rationnée personnée, il ne reste pas moins utile qu'elle soit plus lisible dans sa jurisprudence sur le traitement procédural qu'elle réserve aux requêtes pour lesquelles elle est incompétente. Conclusion. En conclusion, ce premier arrêt de la Cour a essentiellement une dimension historique et donc symbolique. Pour le reste, il est assez modeste dans sa forme et dans son contenu. Il ne fait qu'une quarantaine de considérants, dont une dizaine consacrés en réalité au raisonnement de la Cour. L'opinion individuelle du juge Fatsa est même plus dense aussi bien dans sa forme que dans son fond que cet arrêt de la Cour. Entre autres griefs à cet arrêt, il n'y a pas d'éléments perceptibles dans l'arrêt de la Cour qui permettent de comprendre la solennité procédurale que la Cour a réservée au traitement d'une affaire pour laquelle elle n'était pas compétence prima facie. Il a fallu l'opinion individuelle du juge Fatsa pour en savoir davantage. La Cour n'a fait aucune allusion expresse à la possibilité d'un formum prorogatum. La clarification qu'elle fait des conditions de sa compétence personnelle n'a pas non plus été sans ambiguïté avec l'adjonction du entre autres de maladresse dans le considérant 30 de l'arrêt. Enfin, la solennité avec laquelle la Cour traite l'affaire peut susciter quelques inquiétudes pour l'avenir. On se demande si la Cour pourra réserver la même solennité à toutes les affaires, même à celles pour lesquelles son incompétence ou dont l'irrecevabilité sont évidentes prima facie. À la vue de l'affluence des affaires devant la Cour, il était temps de songer à habiliter le greffe à faire un tri des affaires, ou à instituer le système de juge unique pour connaître des affaires sans grand enjeu. C'est ce que fait, en partie, le nouveau règlement de la Cour, entré en vigueur le 25 septembre 2020, en habilitant le greffe à ne pas enregistrer les requêtes pour lesquelles l'État défendeur n'a pas ratifié le protocole ou n'a pas fait la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour au titre de l'art. 34.6 du protocole. Il n'y aura donc plus de traitement solennel de telles requêtes. Elles seront rejetées par une simple lettre du greffe. Ce premier arrêt a cependant le mérite de mettre à nu, dès ce début de l'activité prétorienne de la Cour, le talon d'Achille du système judiciaire africain des droits de l'homme et des peuples. La fameuse clause d'acceptation de la compétence de la Cour pour connaître des requêtes individuelles. Déjà dans le principe, une telle clause prétérite l'accessibilité de la Cour. Pour qu'une requête individuelle parvienne à la Cour, il faut que l'État mis en cause ait non seulement ratifié la CADHP et le protocole créant la Cour, mais aussi et surtout qu'il fasse la fameuse déclaration facultative de l'art. 34.6 du protocole. Si l'on n'a pas pu créer la Cour africaine dès la CADHP, en la créant avec le protocole de Ouagadougou, on aurait pu, voire dû rendre sa compétence obligatoire et automatique pour tout État membre pour recevoir les requêtes individuelles. L'on sait que les requêtes interétatiques sont très rares, presque inexistantes. La saisine de la Cour par la Commission, qui peut être une voie de contournement pour le requérant de cette condition de déclaration d'acceptation de la compétence, est aussi assez restreinte. La voie de saisine commune la plus efficace pour la protection des droits et libertés reste donc la saisine par les individus et les ONG. Mais hélas, cette saisine directe de la Cour par les individus et les ONG a été volontairement et conventionnellement verrouillée. Puis, quand on considère cette clause de l'art. 34.6 du protocole de prêt, elle a un certain nombre d'imprécisions qui ne sont pas de nature à ouvrir davantage le prétoire de la Cour africaine aux requérants individuels. Par exemple, l'art. 5.3 du protocole qui renvoie à cet art. 34.6 dispose que pour les États qui auront fait la déclaration facultative d'acceptation de la compétence, la Cour peut leur permettre, the Cour may entitle them, d'introduire directement leur requête. Que doit-on entendre par ce peut permettre? L'est-il encore, nonobstant la déclaration d'acception faite, une discrétion à la Cour d'accepter ou de refuser sa compétence rationnée personnée? Serait-ce ce peut permettre que la Cour a traduit dans son arrêt, considérant 30 par le entre autres? Même si la pratique ultérieure de la Cour révélera qu'il n'y a pas de condition supplémentaire à la déclaration de l'État défendeur, c'est tout de même une ambiguïté qui n'est pas moins déconcertante. Une autre étrangeté de cet art. 34.6 du protocole, c'est qu'il ne fait aucune mention d'une éventuelle saisine directe de la Cour par un groupe d'individus. Pour une Cour qui connaît aussi des droits de peuple,
Il est assez singulier que le protocole fasse silence sur la possibilité de saisine directe de la Cour par un groupe d'individus. Pour l'instant, la seule affaire dans laquelle la Cour a connu de droit de peuple, l'affaire du peuple logique, elle a été saisie par la Commission africaine. La possibilité ou non d'une saisine directe de la Cour par un groupe d'individus doit encore être clarifiée par la Cour africaine elle-même. Commentaire blanc affaire Femi Falana C. Union africaine, requête numéro 001-2011. Marie-Charles Dorsas Sanou et Fanny Laetitia Guibila. Un éléphant aux pieds d'argile. Ainsi pouvons-nous qualifier cette requête du sieur Femi Falana, introduite devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Cour ADHP, contre l'Union africaine UA, qui a donné l'arrêt du 26 juin 2012, objet de ce commentaire. En effet, le sieur Femi Falana, avocat nigérian, a longtemps œuvré afin que son pays, le Nigeria, saute le verrou posé par l'article 34.6 du protocole portant création de la Cour ADHP qui limite considérablement l'accès des individus à la dite Cour. Ces efforts étant restés vains, car le Nigeria n'ayant toujours pas fait la déclaration facultative de compétence, DFAC, au titre de l'article 34.6 du protocole de la Cour ADHP, M. Falana décide d'introduire une requête devant la Cour ADHP, non pas contre le Nigeria lui-même, mais contre l'Union africaine qu'il considère comme étant le représentant de ses 54 États membres dont le Nigeria fait partie. C'est ainsi que le sieur Falana a effectivement saisi la Cour ADHP d'une requête datée du 14 février 2011. À la réception de la requête par le greffe de la Cour, une copie de ladite requête a été transmise à la défenderesse qui a déposé le 29 avril 2011 un contre-mémoire. S'en est suivi la réplique du requérant reçue par le greffe le 23 juin 2011. Finalement, c'est durant la 24e session ordinaire de la Cour que se tiendront, du 22 au 23 mars 2012, les audiences publiques relatives à cette affaire qui aboutiront à l'arrêt rendu le 26 juin 2012. En la forme, selon le sieur Falana, la Cour est compétente pour connaître de sa requête dirigée contre l'Union africaine car celle-ci agit au nom de ses États membres en tant que personne morale. Elle est donc habilitée à répondre des actions intentées contre ses membres. Il ajoute que l'article 34.6 du protocole créant la Cour ADHP ne peut lui être opposable car il ne s'applique pas à la défenderesse, c'est-à-dire à l'Union africaine. Quant au fond, le requérant soutient que l'article 34.6 du protocole est incompatible avec certaines dispositions de la charte et devrait être déclaré nul et non avenu. En ce qui concerne la défenderesse, elle allègue que le sieur Falana ne peut intenter une action contre elle car premièrement elle n'est pas un État, deuxièmement elle n'est pas partie à la charte ADHP, encore moins au protocole de la Cour ADHP et troisièmement, elle n'a pas reçu de ses États membres le pouvoir de ratifier les traités en leur lieu et place. Quant au fond, l'Union africaine soutient que l'article 34.6 ne saurait être nul que s'il est incompatible avec une norme de jus cogens. Comme dans toute procédure juridictionnelle, la Cour devait se prononcer sur les aspects formels notamment sa compétence à connaître du différend avant de s'appesantir sur les questions de fond. Pour ce faire, la question préliminaire qui se posait à la Cour était de savoir si elle était compétente pour connaître d'une requête introduite devant elle par un individu contre une organisation internationale. Après délibération et par 7 voix contre 3, la Cour va conclure qu'elle n'a pas compétence pour connaître d'une telle requête sur la base des articles 5, 3 et 34.6 lus conjointement. Bien que la solution juridique dégagée par la Cour ADHP soit acceptable il n'en demeure pas moins que le fondement juridique, quant à lui, reste critiquable. Une solution juridique acceptable. La solution dégagée par la Cour ADHP nous semble être justifiée, sur la base du protocole de Ouagadougou, à la fois pour ce qui concerne les défendeurs autorisés devant la Cour, I1, et que pour ce qui concerne les personnes habilitées à saisir la Cour, I2. I1 du point de vue des défendeurs devant la Cour. La particularité de cet arrêt est qu'il met en cause un individu face à une organisation internationale. La position de la Cour est sans équivoque, elle ne peut connaître d'une requête introduite contre une organisation internationale. Une telle position est justifiée par 2 raisons majeures. D'une part, la Cour ADHP est une juridiction pour État,
c'est-à-dire ouverte uniquement contre les États. D'autre part, l'organisation internationale, en l'espèce l'Union africaine, n'est pas partie à la charte ADHP ni au protocole créant la Cour ADHP. L'article 3.1 du protocole relatif à la Cour ADHP pose de façon implicite le fait que la Cour n'est compétente que pour connaître des requêtes dirigées contre les États. En effet, il est libellé comme suit. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés. Cela sous-entend clairement que toute requête introduite devant la Cour ne peut être examinée par celle-ci que si elle allègue une violation de droits contenus dans un instrument relatif aux droits de l'homme et qui a préalablement été ratifié par l'État mis en cause. Toute éventuelle compétence de la Cour vis-à-vis d'une organisation internationale se trouve donc écartée. La même position a été adoptée devant d'autres organes internationaux de règlement des différends internationaux, par rapport à l'engagement de la responsabilité internationale des organisations internationales. La déclaration d'incompétence de la Cour face à la requête de Falana est alors fondée. Par ailleurs, la solution est acceptable car en tant qu'organisation internationale, l'Union africaine n'a ratifié ni la charte ADHP, ni le protocole créant la Cour ADHP. En effet, peut-on demander à une entité de rendre compte devant une juridiction internationale de violation des droits contenus dans un instrument juridique auquel elle n'est pas partie ? À cette question, la réponse de la Cour sera sans détour. Elle estime que, en principe, les obligations internationales découlant d'un traité ne peuvent pas être imposées à une organisation internationale, à moins que celle-ci ne soit partie à ce traité ou soumise à ces obligations par tout autre moyen reconnu par le droit international. En l'espèce, aucune obligation relative à la charte ADHP et au protocole créant la Cour ADHP ne pèse sur l'Union africaine. Aucune obligation de la charte ADHP ne peut conduire à ce qu'elle réponde devant une juridiction internationale. Aussi la Cour soulignera-t-elle que l'Union africaine n'étant partie ni à la charte ni au protocole de Ouagadougou, on ne saurait lui imposer les obligations qui découlent de ces instruments, conformément à l'article 34 de la Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales. Cela est juste car ni la charte, ni le protocole n'ont pour le moment ouvert leur ratification aux organisations internationales. S'il est vrai que l'Union africaine, en tant qu'organisation internationale, peut saisir la Cour ADHP contre un État, le contraire n'est pas autorisé à ce jour, encore moins la saisine par un individu contre elle. Le droit de saisine accordé aux organisations internationales africaines constitue, pour certains auteurs, un pas vers l'ouverture de la charte ADHP et des protocoles relatifs à la participation formelle de celle-ci. Toutefois, pour l'heure ce n'est encore pas le cas. Elles ne peuvent être parties ni à la charte ni au protocole et par conséquent, l'Union africaine ne peut être attraite devant la Cour ADHP. La Cour précise que le fait que le protocole de Ouagadougou ait été adopté de façon formelle par une instance de l'Union africaine ne suffit pas pour établir que l'Union africaine est partie au protocole et de ce fait, peut être attraite en justice sur cette base, comme le prétendait le requérant. La Cour ADHP a donc fait une bonne lecture de son mandat, en déclarant son incompétence en l'espèce. Enfin, notons que la Cour a également fait remarquer que l'Union africaine a une personnalité juridique distincte de celle de ses États membres, afin de faire barrage à l'argument du requérant selon lequel l'Union africaine était passible d'un recours devant la Cour ADHP, car elle représente les États africains et est donc habilitée à défendre les actions intentées contre ces derniers. Pour la Cour, on ne peut pas exiger de l'Union africaine, en tant qu'entité différente de chacun de ses États membres, qu'elle assume les obligations des États membres souverains qui exercent leur droit souverain de ratifier le protocole et de faire la déclaration. En aucun cas elle ne saurait être tenue responsable de l'inertie de ses membres, face à la déclaration de compétence de la Cour à leur égard au titre de l'article 34.6 du protocole de la Cour ADHP. Au regard de ces arguments, l'on ne saurait, sur le plan strictement conventionnel, reprocher à la Cour ADHP d'avoir statué ultra petita ou contra legem.
L'acceptabilité de sa solution juridique est également justifiée du point de vue des personnes habilitées à saisir la Cour sur la base de son protocole. I2 du point de vue des personnes habilitées à saisir la Cour. De toutes les dispositions du protocole créant la Cour ADHP, et même de celles de la charte ADHP y compris, il n'y a pas une seule qui a fait couler autant d'encre que l'article 34.6 du protocole de Ouagadougou. Dans cette affaire, le débat sur l'article 34.6 s'est posé de façon assez particulière. En effet, les parties sont unanimes sur le fait que l'article 34.6 s'applique seulement aux États, c'est-à-dire que les exigences posées par cet article ont pour seul destinataire les États. Toutefois, après avoir admis ce fait, le requérant fait une interprétation à contrario en soutenant que l'article 34.6 n'exige pas de la défenderesse, en l'espèce l'Union africaine, la déclaration facultative de compétence. Il en conclut donc que cette disposition ne saurait être une barrière à la compétence de la Cour ADHP pour connaître de sa requête. C'est là le talon d'Achille de sa requête, car avant même de procéder à une telle interprétation permettant de dégager les organisations internationales de la coupe de l'article 34.6, il fallait au préalable surmonter une première barrière qui est celle de savoir si les requêtes sont admises devant la Cour ADHP contre les organisations internationales. Il semble que le requérant a fait une interprétation en sa propre faveur, en omettant ainsi de prendre en compte tous les paramètres. Ce que la Cour n'a bien sûr pas manqué de souligner en disant que le fait qu'une entité non étatique comme l'Union africaine n'étant pas tenue par l'article 34.6 du protocole de faire la déclaration, ne donne pas nécessairement compétence à la Cour pour accepter les requêtes introduites par des individus contre cette entité. Il pourrait y avoir d'autres bases sur lesquelles la Cour pourrait se fonder pour constater qu'elle n'a pas compétence. De plus, à la lecture conjointe des articles 5.3 et 34.6 du protocole de la Cour, on peut dégager deux exigences majeures qui en l'occurrence n'ont pas été observées par le requérant, ce qui justifie donc la solution dégagée par la Cour. Ces deux exigences correspondent à des paliers qui doivent tous les deux être surmontés pour parvenir à la compétence de la Cour sur la base de l'article 34.6. En premier lieu, il y a le fait que le droit de saisine directe accordé aux individus n'est valable que pour les requêtes introduites contre des États. En effet, l'article 5.3 renvoie à l'article 34.6. Or ce dernier ne fait allusion qu'aux requêtes introduites contre les États. En l'espèce, on se rend donc compte que le requérant a méconnu la régulation du droit de saisine directe au titre des articles 5.3 et 34.6, en introduisant la requête contre une organisation internationale. En d'autres mots, son droit de saisine directe se limite aux seuls États partis au protocole. En second lieu, l'État en cause doit avoir au préalable fait une DFAC. Là également on s'aperçoit que l'argument du requérant ne pouvait prospérer, car il n'y a pas eu de DFAC étant donné justement que ce n'est même pas un État qui était visé. Toutes les fois que la Cour est face à une requête individuelle, c'est le respect de l'exigence posée par l'article 34.6 qui détermine sa compétence. Elle a maintes fois clamé son incompétence eu égard à des requêtes introduites par des individus contre des États qui n'avaient pas fait la déclaration au titre de l'article 34.6. Certes, dans le cas d'espèce, la situation est particulière, étant donné que la requête est introduite contre une organisation internationale, mais il n'en demeure pas moins que l'incompétence de la Cour reste manifeste et qu'elle aurait même dû faire l'objet d'une décision plutôt que d'un arrêt. De plus, même si la solution dégagée à l'issue de cette affaire est loin d'avoir obtenu l'unanimité de tous les juges, étant donné qu'elle a été adoptée par 7 voix contre 3, nous pensons qu'il aurait été fort difficile, voire impossible pour la Cour de parvenir à une solution contraire sans statuer ultra petit a, étant donné que la requête ne rentrait pas dans son champ de compétences personnelles. Un peu plus de 2 mois plus tard, la Cour ADHP adoptera la même solution face à une affaire similaire qui mettait en cause un individu contre la même Union africaine. Seulement, cette fois, au lieu d'un arrêt comme c'est le cas en espèces, elle a simplement rendu une décision comme précédemment suggérée par le juge Fatsa Ouguergouz dans son opinion individuelle. Si la solution dégagée par la Cour ADHP dans cet arrêt est juridiquement acceptable, il reste qu'il a un fondement juridique critiquable. Un fondement juridique critiquable.
Le fondement juridique s'entend du siège normatif d'une situation en droit positif. Celui de la présente décision est critiquable et interpelle sur sa portée qui nous oriente vers deux aspects essentiels. Le premier est l'effectivité de la protection des droits de l'homme en Afrique, 2.1. Le second porte sur la justiciabilité des organisations internationales en droit international, 2.2. 2.1 L'effectivité de la protection des droits de l'homme en Afrique. L'effectivité permet d'affirmer une situation, disait Joël Andrian Simbazovina. Théoriquement, l'effectivité de la protection des droits de l'homme permet de prouver que les droits de l'homme sont réellement protégés. Pourtant cette décision, bien qu'elle soit conforme aux instruments internationaux, reste discutable. La raison peut être double. D'une part, il y a le mécanisme de saisine de la Cour ADHP par les personnes privées, notamment l'individu, institué par le protocole de Ouagadougou. D'autre part, il y a le fait que l'accès direct des individus au prétoire du juge africain est presque inopérant. Devant le juge africain, il existe deux types de saisine, à savoir la saisine indirecte et la saisine directe. Mais nous nous intéresserons plus à cette dernière qui s'avère la plus problématique au regard de sa conditionnalité. La conditionnalité de ce mécanisme découle du fait que l'exercice des droits du titulaire des droits de l'homme est soumis à la volonté du destinataire. C'est là la substance du raisonnement de la Cour qui l'a conduite à rejeter la requête de Sieur Falana à travers la lecture combinée des articles 5, 3 et 34.6 qu'elle a faite. Il est vrai que la Cour n'est pas à son premier rejet d'une requête pour le même motif lié à la déclaration facultative de sa compétence faite par un État partie concerné. Il en a été ainsi par exemple, dans l'affaire Yogombe C. Sénégal en 2009 précitée. Toutefois, étant maître de sa compétence, parmi toutes les techniques d'interprétation qui lui sont offertes, on est tenté de se demander si le juge ne privilégie pas l'interprétation littérale de manière stricte, alors qu'il aurait pu opter pour une autre démarche telle que l'interprétation téléologique, ce qui lui aurait permis d'atteindre sa raison d'être qui est la protection des droits de l'homme en Afrique. Cette interprétation téléologique l'aurait certainement conduite à observer que l'instrument en cause est le protocole face à la charte. La charte étant complétée par le protocole, le but principal de tous ces instruments étant la protection effective des droits de l'homme, cette démarche l'aurait amené à juste prononcer l'incompatibilité du protocole à la charte. Soumettre donc la recevabilité des requêtes individuelles à la volonté des États, vu le faible taux de DFAC fait, constitue une réduction de l'activité du juge. Sous l'empire de la charte, la Commission a bien eu une lecture libérale de l'article 55, qui a permis un développement prodigieux du contentieux et de la protection des droits de l'homme en Afrique. La capacité de la Cour à recevoir des requêtes individuelles est importante pour la crédibilité de sa mission. Cependant, tel qu'exposé précédemment, ce mécanisme est presque inopérant. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Sur les 238 affaires inscrites au rôle de la Cour à ce jour, 223 sont des requêtes individuelles, 12 émanent des organisations non gouvernementales ONG et 3 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces chiffres montrent à quel point l'individu est non seulement objet, mais aussi et surtout sujet très intéressé de la protection des droits de l'homme et véritable titulaire de ces droits. Il est donc important qu'en tant que titulaire, il puisse avoir la possibilité d'accéder directement au juge à travers des procédures moins granitiques. Les quelques cas traités sont effectivement ceux pour lesquels l'État en cause a fait une DFAC. C'est le cas par exemple des affaires Loé, Konaté C. Burkina Faso et Nobert Zongo C. Burkina Faso. En effet, si le Burkina Faso, premier État à avoir fait la dite déclaration, n'avait pas fait cette déclaration, il est certain que Sieur Konaté n'allait jamais pouvoir accéder au prétoire de la Cour. Ce qu'il convient d'observer aussi est que la déclaration est un acte unilatéral, donc même si l'État fait la déclaration, il peut la retirer comme ce fut le cas pour le Rwanda dans l'affaire Ingabire Victoire Umuhoza C. République du Rwanda ou de la Tanzanie ou encore du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Il est intéressant de rappeler ici qu'à ce jour, sur les 54 États membres de l'Union africaine, 30 ont ratifié le protocole de Ouagadougou. Parmi ces derniers,
seulement 9 ont fait la déclaration de compétence de la Cour, habilitant cette dernière à recevoir et examiner des requêtes des personnes privées. Il s'agit du Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Malawi, le Mali, la Tanzanie, la Tunisie et enfin la Gambie qui a fait sa déclaration le 23 octobre 2018 après avoir ratifié le protocole en juin 1999. De ce groupe de 9, 4 ont retiré leur déclaration comme déjà indiqué. Au regard de l'analyse de l'effectivité de la protection des droits de l'homme en Afrique, on est tenté de soutenir que l'individu tient son titre de titulaire des droits de l'homme formellement et non effectivement. Dans sa décision, la Cour s'est fondée sur les articles 5, 3 et 34, 6 du protocole pour rejeter la requête du sieur Falana, mais aussi pour se déclarer incompétente en raison de la qualité de la défenderesse comme exposé plus haut. Ceci nous conduit à la réflexion sur la justiciabilité des organisations internationales en droit international. 2. La justiciabilité des organisations internationales en droit international. Dans le système de fonctionnement de la Cour, 2 types d'entités peuvent la saisir. Il s'agit des personnes publiques, à savoir les États et les organisations intergouvernementales, et des personnes privées, c'est-à-dire les individus et les organisations non gouvernementales. L'arrêt de la Cour nous questionne sur 2 choses que sont le raisonnement par analogie que la Cour aurait pu faire, ainsi qu'une éventuelle validation d'un accès des organisations intergouvernementales à son prétoire dans un sens unique. Un raisonnement par analogie ? C'est la question que nous nous posons relativement à l'argument donné par la Cour, dans ses paragraphes 69 et suivants. En effet, elle argue que l'Union africaine a une personnalité juridique distincte de celle de ses membres, qu'elle n'est pas partie à la charte ADHP, de ce fait elle n'est pas justiciable devant elle. Cet argument semble suivre un raisonnement par analogie de la Cour européenne des droits de l'homme, Cour EDH. En effet, la Cour EDH, dans un arrêt impliquant un organe de l'Union européenne, s'est déclarée incompétente au motif que l'Union européenne n'est pas partie à la Convention européenne des droits de l'homme. S'il s'avère que c'est réellement un raisonnement par analogie qu'a tenu la Cour ADHP, elle aurait agi par mégarde, parce que la Cour EDH a été créée par la Convention européenne des droits de l'homme qui, elle, est née au sein du Conseil de l'Europe qui est une organisation internationale distincte de l'Union européenne. Même si le Conseil de l'Europe compte les 28 États membres de l'Union européenne parmi ses 47 membres, il reste que ces 2 entités sont indépendantes l'une de l'autre. En rappel, le 5 avril 2013, un projet d'accord pour l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne avait été établi, mais celui-ci n'a pas encore abouti. Donc, il est tout à fait normal que l'Union européenne ou ses organes ne soient pas justiciables devant la Cour EDH. Pour revenir à l'Union africaine, l'article 34.6 semble s'adresser aux États parce qu'il est clairement dit in fine de ladite disposition que la Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5.3, intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration. Cette disposition semble s'adresser aux États parties, et non aux organisations intergouvernementales. En plus, ce n'est pas un État qui est en cause mais un instrument adopté par le porteur du flambeau de la protection des droits de l'homme en Afrique, l'Union africaine. Cette impossibilité d'attraire les organisations internationales devant la Cour donne l'impression que l'accès à la justice internationale africaine des organisations internationales est un accès à sens unique. Un accès à sens unique, on est bien tenté de le dire. L'accès à sens unique signifie ici simplement que l'organisation intergouvernementale peut saisir la Cour par exemple, pour lui demander un avis sur une question donnée, mais ne peut pas y être attraite. C'est dans ce cadre que l'Organisation des Nations Unies, ONU, a pu saisir la Cour internationale de justice en 1949, laquelle saisine a donné lieu à un avis consultatif consacrant la personnalité juridique internationale des organisations internationales. Dans la présente affaire, la Cour soutient que le fait qu'une entité non étatique comme l'UA ne soit pas tenue par l'article 34.6 n'oblige pas la Cour à recevoir des requêtes introduites par des individus contre cette entité. Même si aucun texte ni aucune disposition ne le dit expressément, aucun texte ne l'interdit et c'est bien une règle résiduelle en droit international public comme l'a souligné soigneusement Robert Kolb.
tout ce qui n'est pas interdit est permis. Pour l'heure, l'organisation internationale ne peut pas être attraite par un individu devant la Cour. Pourtant, les organisations internationales interagissent avec les individus. Les échanges entre les organisations internationales et les individus constituent un fait que le droit n'a pas encadré en amont. Les organisations internationales peuvent imposer un comportement à l'individu, mais pas le contraire. Leur autonomie et leur personnalité juridique internationale, qui leur confèrent des droits, leur permettent d'agir en leur propre nom. Cela fait que cette personnalité juridique devrait permettre également de leur attribuer d'éventuelles violations des droits de l'homme ou de les interpeller sur des instruments qu'ils auraient adoptés en déphasage ou en défaveur de l'intérêt de la protection des droits de l'homme. Dans le domaine du droit de la responsabilité civile internationale par exemple, les organisations internationales pourront répondre de leurs actes pour faits internationalement illicites sur le fondement du projet d'article de la Commission de droit international de 2011. Quoi qu'il en soit, la prospérité et l'honneur de la Cour ADHP sont liés à sa politique de traitement des requêtes individuelles. Les particuliers, les individus constituent le public cible de la Cour. Pour cette raison, nous pensons que l'article 34.6 est contre-productif pour elle, si elle n'arrive pas à en faire une interprétation libérale en faveur du droit de recours des personnes dans des hypothèses comme celle-ci. À la suite de cet arrêt, l'Union africaine n'a pas encore réagi dans le sens d'une éventuelle modification de l'article 34.6 du protocole de Ouagadougou. Aussi, il faut reconnaître qu'il est difficile pour un État de faire une déface de la Cour en raison du fait que les États gardent jalousement leur souveraineté. Commentaire blanc affaire Ingabire Victoire Umuhoza C. République du Rwanda, requête numéro 003-2014. Ça Benjamin Traoré. À l'orée de ce commentaire, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.